Il a été l'un des plus grands représentants de la chanson française. De Elle était si jolie à Tu t'en vas, succès international en passant par Ma vie. C'est ainsi 350 titres qu'il a écrits, composés et interprétés. Ce petit breton de la Trinité-sur-Mer, taiseux et indépendant, a réussi à imposer un nom et une voix. Mais sa carrière artistique est également l'une des plus troublées du show business et personne n'a oublié ses problèmes avec le fisc. Dans VIP, cette semaine, nous évoquerons son enfance, sa carrière, ses problèmes d'argent donc, mais aussi son amour de la langue française et bien sûr son rapport à Dieu. À la Barrière, bonjour, je suis ravie de vous accueillir dans VIP. Bonjour. Un parcours et une carrière que vous avez voulu retracer dans un livre qui s'appelle évidemment, qui s'appelle Ma vie. J'ai voulu l'éviter, mais c'était pas Oh non, possible, quoi. non, je crois que vous auriez Non, déçu non, des non, gens non, là. l'éditeur a insisté très L'éditeur a insisté. lourdement. Il a eu raison. Vous avez fait ce choix de parler de ce qu'était votre enfance, votre carrière, Ouais. d'expliquer aussi tous les problèmes d'argent. Donc, on y reviendra dans l'émission. Et des problèmes de carrière aussi, Des évidemment. problèmes de carrière. Alors, vous, votre vie, c'est vrai elle est assez surprenante. Vous étiez à la fois, on reparlera de votre enfance et de comment vous êtes arrivé là, mais à un moment, vous étiez à la fois ingénieur le jour, chanteur la nuit, Oui. et un prénom a tout changé, un prénom qui s'appelle Cathy, le prénom d'une chanson C'était la première chanson. que vous avez écrite. Ouais. Et je commençais à chanter un petit peu dans les cabarets parisiens. Et j'ai fait cette audition-là. Et mon premier éditeur était Francis Lemarque, qui m'a remarqué. Qui c'est le écrivait moment de pour le dire, Mon Temps. qui écrivait pour Et mon qui temps, était et à éditeur. Paris. Ah, c'est lui. Oui, c'est lui. Et comment dirais-je, donc Francis s'est intéressé à moi, et puis il a dit cette petite chanson, là j'y crois, alors est-ce que vous voulez que je l'édite? Moi, c'était pas mon problème. Mon problème, ce que je voulais, c'était un petit disque. On est terrible quand on est débutant. Je voulais un petit disque. Mais il m'a dit, bon, mais il faut commencer par le commencement, etc. Donc, on a édité Cathy, puis je me suis retrouvé sur la scène de l'Olympia dans un concours assez important à l'époque. Ouais. Le, Le coq, oui, le coq de la chanson. coq de la chanson. Le coq d'or, pardon. Coq d'or. Voilà. Ouais. Concours qui s'est plutôt bien passé. C'était un peu le départ, la fin de l'anonymat. Hmm. C'est le début des photos sur les murs de Paris. C'est le moment où il faut abandonner ce métier d'ingénieur. Oui, c'est-à-dire que ça s'était passé, il y avait 2 demi-finales, j'étais quand même en finale, vous savez, il y a des gens qui avaient des voix énormes, et moi, j'étais pas du tout professionnel, et j'étais quand même parvenu en finale, et c'est en finale que Bruno Cocatrix, le patron de De l'Olympia, l'Olympia, a bien dit, ce sûr. petit-là, il doit avoir quelque chose. Puis en plus, bon, il savait, lui, quoi, il sentait. Les vibrations, les ondes, tout ça, ça s'explique pas. On les ressent pas. Et je pense que c'était un monsieur qui, justement, dont c'était le métier, repérait des gens qui passaient des contrats avec des gens qui allaient durer assez longtemps. Ouais, et Bruno Cocatrix qui a senti avant tout le monde que ça marcherait pour vous Ouais. et qui vous aura soutenu tout au long de votre carrière. Alors après, la carrière s'est envolée avec tous les tubes que l'on connaît et on vous a taxé notamment de chanteur commercial. Comment vous l'avez pris, vous, cette étiquette qui a dû vous arriver sur le bout du nez sans même que vous a... À la fois bien, parce que Ouais, commercial, qu'est-ce que ça veut dire? qui fait vendre. Oui, ça veut dire, et si si les gens achètent, c'est qu'il y a quelque chose qui les intéresse dans ce qu'on vend. Et moi, d'un côté bien, puis d'un autre côté, je savais d'où ça venait, quoi. C'était assez vilain. Mm. C'était pour filer un coup de griffe, quoi. Donc, j'étais évidemment pas très content de cette appellation. Vous arriviez complètement à contre-courant de la mode de l'époque en plus. Complètement. Vous étiez romantique à une époque où on l'était plus du tout. Oui, c'était passé. C'était le passé. Et puis, comment dirais-je, en face, il y avait les yéyés qui déferlaient, les enfants d'Elvis, quoi, conduits par, Par Johnny. Johnny, les Chaussettes Noires, il y avait un certain nombre de groupes. Et puis, d'un côté, puis de l'autre côté, moi j'arrivais avec mes petites chansons, c'était pas facile à placer, mais ça me faisait pas peur, au contraire, je trouvais ça très bien, parce que moi j'étais pas dans cette mouvance générale, et j'étais un petit peu à côté, ça suffisait à mon bonheur. C'est la différence qui a fait aussi peut-être que ça a marché. Mais oui, parce Aussi. que le sentimental, l'émotion, il y a des gens qui sont quand même très, très près de ça. Et... Oui, puis le côté beau gosse, ça a dû plaire aussi. Ah, vous croyez? Quelle a été votre plus forte émotion sur toute votre carrière artistique? Est-ce que vous vous en souvenez? Il y en a eu un certain nombre, hein. Mhm. Il y en a eu un certain nombre. L'émotion dont je me souviens
tout de suite parce que c'était complètement perdu. Il y en a eu une à Buenos-Aires. Je suis arrivé à Buenos-Aires dans une énorme avenue comme ça. Et puis il y avait des bandeaux comme ça, énormes, comme ça. Alain Barrière, es primavera. C'était dingue, quoi. Alain Barrière, c'est le printemps. Et puis toutes les boutiques de disques étaient pleines de disques de moi à Buenos Aires, si loin de la France. C'est extraordinaire. Puis, autre grand moment aussi, bon, il y a eu la cour d'Iran. Mais Ah oui, c'est vrai que vous avez chanté pour le Shah d'Iran et que vous l'avez fait chanter même. Oui, j'ai fait chanter. Quel Tu culot. t'en vas. Comment dirais-je, mais le moment peut-être qui restera un tout petit peu privilégié parce que c'était tellement inattendu, tellement beau, c'était dans l'île Maurice. Il y a un petit théâtre Bonbonnière dans l'île Maurice et je me rappelle à l'époque, je rentrais un peu à la Brel comme ça sur scène et je fonçais droit sur le micro et j'en avais dis-moi que l'on va s'aimer longtemps, 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 longtemps. Et puis alors, ce jour-là, je suis arrivé, dis-moi j'ai rien pu dire. La salle s'était levée d'un bond. Ils applaudissaient à tout rompre. Et puis sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Mais ça a duré des minutes. Des minutes. Et ça, alors je me suis réfugié près de mes musiciens. J'ai attendu que ça se calme, quoi. La standing ovation, comme on dit en bon français. Ouais. Voilà. Mais elle était forte, celle-là. Elle était très forte. Au point qu'elle vous a marqué, je vois ça. Ouais. Alors, Tu t'en vas, qui a été un succès international, national d'abord, international ensuite. Vous avez vendu plus de 3 millions de disques. Comment on gère le succès quand il est aussi subi, aussi inattendu et qu'on ne l'a pas connu autant avant? Comment on fait pour pas que ça monte à la tête? J'explique un peu que la première fois avec ma vie, c'est vrai, déjà. Quand même, elle était jolie, la Marie Joconde, plus je t'entends, ma vie, boum, boum, boum. Et avec ma vie, tout d'un coup, les gens me regardaient un peu différemment, quoi. Les gens même mes amis me regardaient avec des yeux ronds, tout autour, leur attitude changeait. Et j'explique que c'est difficile de ne pas changer soi-même. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, je me suis pris peut-être un peu pour quelqu'un d'autre. Mais Tu t'en vas, vous étiez prévenu. Voilà, tu t'en vas, j'ai vu venir la tempête et puis je suis resté très calme. Je vous remercie beaucoup, Alain Barrière. On va continuer d'évoquer votre vie tout au long de cette émission. Merci. Avec plaisir. Alors que nous partons en week-end pour passer des moments fun et cool, en jouant au basketball ou au baby-foot, en grignotant dans un fast-food le Walkman sur les oreilles, alors que les interviews et les best-of abondent sur nos écrans télé, que les emails envahissent nos vies, alors que les anglicismes ont la vie belle et que le langage texto est également très présent, que le français ne s'est jamais aussi mal porté, il reste quelques personnes pour défendre la langue française, des auteurs, des journalistes et même des chanteurs, parmi lesquels Alain Barrière. C'est un combat qui vous tient à cœur, la défense de la langue française? Oui, complètement, parce que je pense qu'il n'y a aucun pays, dans aucun pays, il y a une telle liberté pour les langues étrangères. Et à la fois, je suis conscient du fait qu'il faut que les jeunes apprennent l'anglais maintenant, parce que les batailles ont été perdues. Hein. Et donc, il faut qu'ils apprennent l'anglais, mais il faut aussi qu'on défende avec beaucoup de véhémence notre langue. Il faut que nous défendions nos chansons. Et ce que je disais, c'est que j'ai réussi, moi, à faire passer ma vie, j'ai réussi à faire passer Tu t'en vas en haut de l'échelle, en haut des hit-parades français. Et comment dirais-je, curieusement, c'est parti à l'étranger. Si on ne défend pas nos chansons en France, les étrangers ne peuvent pas savoir qu'il y a des chansons de qualité, quoi. Si c'est arrivé qu'Emporte-moi devienne un succès en Amérique du Sud sans que c'était un succès en France. Mais c'est l'exception qui justifie la règle. Exactement comme My Way, c'est l'exception qui justifie la règle aux États-Unis. Mais My Way a été traduite, tandis que vous, vos chansons, elles se sont exportées en français. Ou est-ce que vous les avez traduites? Oui et non. Ah, les deux. Oui et non. Alors, ce qui était merveilleux, c'est d'être en Allemagne et au Brésil, deux pays aussi différents, numéro 1 français et numéro 2, ce qu'on appelle le cover, pardon. C'est la chanson interprétée dans la langue du pays. Vous qui avez beaucoup voyagé de par les concerts, les galas que vous avez faits dans le monde, vous avez ressenti comment la sauvegarde de la langue française un peu partout? Et c'est un attachement des Français qui sont là-bas? Je me disais, mais ces pauvres Québécois, quand ils arrivent, quand ils arrivent à Paris, mais ils doivent devenir fous. Parce qu'on entend de l'anglais sur nos chaînes, il ne faut pas rêver. On a beaucoup parlé de quotas. On s'en fout des quotas. On est chez nous, en France, et on devrait pouvoir tout de même faire en sorte que 80% des chansons qu'on entend sur nos chaînes soient françaises.
Mais il n'y a pas 80%, il n'y a pas 30%. Sur certaines chaînes ne passe même que de l'anglais. Pour moi, c'est insupportable. Nous sommes un petit peu cons là quand même. Hein. C'est ça, ça flirte avec la débilité. Parce que je peux vous affirmer que moi, qui ai quand même pas mal tourné autour du monde, dans aucun pays, si peut-être l'Italie avec la chanson américaine, mais eux ils sont tellement forts aussi. Par contre, il y a beaucoup de chansons italiennes aussi, tandis qu'en France, vraiment, on n'entend que ça, quoi. Que de l'anglais, que de l'anglais, que de l'anglais. Et les Québécois qui, eux, à Montréal, défendent à pied la chanson française, les pauvres, quand ils arrivent en France, ils disent, mais on n'est jamais si bien trahis que par les siens. Alors, il y a un autre combat linguistique qui vous tient à cœur, c'est aussi le combat qui concerne la Bretagne. La Bretagne, c'est votre pays, vraiment. Ouais. Vous y êtes né. Ouais. D'ailleurs, dans votre livre, il y a un petit CD à la fin avec 3 chansons. Et il y a un hymne à la Bretagne qu'on peut aussi prendre comme un hymne à la langue bretonne aussi. C'est la Bretagne dans son ensemble. Oui, c'est la Bretagne dans son sa ensemble. culture aussi. Oui, oui. Et Vous puis parlez breton, vous? Non, pas vraiment. Non. Pas vraiment. Enfin, j'ai grandi là-dedans, donc je connais quelques mots de breton, quoi. Hein. Badaouquet, pour les chaussures, les sabots de bois. Et puis Charrenour, ferme la porte, enfin, plein d'expressions comme ça. C'est vrai qu'ils me reviennent de temps en temps, ça m'amuse. Mais c'est vrai que auprès de moi, on parlait plutôt le breton que le français. Alors, il y a un texte que vous aimez beaucoup, qui n'est pas français, qui a été traduit de l'anglais, qui est un texte de Rudyard de Kipling, Ouais. qui est le fameux « Tu seras un homme, mon fils Oui. », puisqu'on parle de littérature et de langue. Qu'est-ce qui vous plaît spécifiquement dans ce texte-là? Bah, c'est magnifique, quoi. C'est de grandes leçons de vie qui sont données comme ça, au fil de la plume. Il a tapé très juste, quoi. Je crois que on peut lire ce poème tous les matins, et puis on dit là, bon, faut pas que je fasse ça, faut pas que je me mette en colère, faut que j'aille jusqu'au bout de mon action. C'est très dynamique, et je travaillais là-dessus depuis 10 ans. Et puis, mais j'avais quand même un certain recul. Travailler à le mettre en musique, vous voulez dire? Oui. C'est rare quand même, vous qui avez tout composé, écrit pour vous, c'est assez Oui, rare quand ouais, même. mais enfin, il existe des textes devant lesquels on dit chapeau, quoi, c'est magnifique. Et Rudyard Kipling, puis en plus c'était mon épouse qui parle intermédiaire. Son père lisait Tu seras un homme, mon fils, If, tous les matins. Alors, il se levait, il lisait Tu seras un homme, mon fils, et il allait au boulot, il était tout bip. Et il a traîné comment dirais-je, ce poème dans un petit cadre comme ça, doré, qui est toujours dans la famille d'ailleurs. Et il l'a amené, et c'est Agnès qui me l'a remis sous le nez. J'avais bien sûr lu If de Kipling, mais c'est Agnès qui me l'a remis sous le nez. Elle dit c'est quand même joli, tu devrais peut-être faire quelque chose là-dessus. Et j'ai essayé très longtemps, et ça ne venait pas. Mais ce qui est formidable, c'est que ça vienne un jour. Vous avez en mémoire quelques phrases, parce qu'il est assez long hein, quand même, ce poème-là. Oui, c'est loin, oui. Comment dirais-je? Si tu peux voir détruire, je crois que c'est Si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie, ça tout le monde connaît à peu près. Et si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie, sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir, et perdre en un seul coup le gain de 100 parties. Enfin, je sais pas ce que le jeu a à faire là-dedans, parce qu'on parle de beaucoup d'autres choses, mais sans un regret, sans un soupir. Enfin, il faut savoir accepter le up and down, hein, c'est déjà là-dedans. Ça doit vous parler, ça. Ouais, ça nous parle. Et puis, si tu peux être fort sans jamais être en rage. Il faut faire attention à la façon dont on y va dans la vie. Il faut se débattre, pourtant se défendre, mais pas être en rage. Donc, il y a plein de leçons extraordinaires. Mais j'avoue que j'écoute ça, et puis j'arrive pas à accrocher. Je suis dans l'ambiance, c'est très bien comme ça. Mais je crois que j'ai réussi à la musique, finalement. On se laisse aussi porter par la musique des mots, en Mm. plus. Merci beaucoup, Alain Barrière. Merci. L'argent, un sujet sensible, surtout pour mon invité, qui est né pauvre et puis qui a gagné beaucoup d'argent soudainement grâce à son seul talent, avant de tout perdre suite à un contrôle fiscal sévère qui détruira quand même sa carrière et mobilisera 25 ans de sa vie, 25 ans d'incarcération mentale, comme vous le dites vous-même. Vous ne mâchez pas vos mots, Alain Barrière, et vous dites même de torture morale. Ça donne une idée de l'ampleur de ce que vous avez vécu avec ces fameux problèmes de fisc. Oui, parce que tout de même, quand ces problèmes-là arrivent, j'ai déjà écrit Elle était si jolie, Ma vie, À regarder la mer, Rien qu'un homme, Tu t'en vas.
Mais vous êtes au sommet de votre carrière. Ah oui, vraiment, en fait, je suis pas un inconnu, quoi. Et on me tire dessus quand même. Enfin, on dit celui-là, on va l'abattre parce qu'il n'a pas à construire un château en Bretagne comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette Alors, le histoire château en Bretagne, parlons-en, c'est quand même le Stirwen. Ouais, c'est le Stirwen. Enfin, c'est pas un château non plus, mais disons que ça y ressemble un peu. Et c'est surtout une discothèque avec un théâtre à la romaine là-dedans. Parce que, bon, je le dis dans le livre, je suis breton, mais je suis aussi un petit peu romain. Et alors, un petit peu beaucoup même. Donc, j'ai fait mon amphithéâtre, quoi. Et puis, ben, j'avais fait des études, j'avais la chance de connaître un peu la géométrie dans l'espace. Et ça m'a passionné. Donc, j'ai fait un, un demi-paraboloïde, un demi comment, ellipsoïde pour finir. Et je me suis éclaté, quoi. J'ai fait un truc. Puis, on a mis des pierres tout autour de ça. Des pierres que j'avais récupérées. Beaucoup de pierres sont sacrées, d'ailleurs, Des dans le vieilles Stirwen. pierres. Ouais. Mm. Et on a senti avec mon épouse au début qu'elles n'étaient pas toutes d'accord. Parce on avait récupéré, vous savez, dans les tas de ruines, il y a des ruines de chapelles, il y a des ruines un peu sacrées, quoi. Il y a des ruines de prieurés. On a eu beaucoup de pierres venant d'un prieuré de la Coalmindon. Mais vraiment, il n'en restait pas grand-chose. Hein. Je suis désolé, mais il n'en restait pas grand-chose. Tout avait été cassé. Et vous, votre projet, c'était en fait de récupérer ces vestiges et de les mettre en valeur dans une Voilà. construction De leur donner une seconde vie. modernisée. Donc, le Ouais. Stirwen plus votre carrière égale contrôle Égal fiscal. Schtroumpf. Égal Schtroumpf, bon, si vous le dites. Égal Schtroumpf, c'est-à-dire que ça déplaît à des gens. Pour qui il se prend? Qu'est-ce que c'est que ça? D'ailleurs, c'est complètement mégalomaniaque. Ça va servir à qui? C'est pas fait pour le peuple. Enfin, toutes les bonnes excuses. Alors que c'est vrai que je voulais faire un endroit où les gens se détendent, où les gens sont heureux de vivre, quoi. Passer une soirée au Stirwen, je crois que j'ai réussi ça. Il y a eu des moments fantastiques, des ambiances à couper au couteau. Et j'ai eu quand même suffisamment de témoignages de satisfaction pour me dire que j'avais réussi mon coup. Alors, face à vos problèmes d'argent, vous ne vous êtes pas laissé démonter. Oui, bon, il y a déjà eu des partis en exil aux États-Unis et au Québec, mais après, il y a eu cette fameuse sacrée soirée. Oui, chez Jean-Pierre Foucault en 89. Ce Stirwen dérangeait vraiment. Hein. Et si on avait pu me le piquer à l'époque, vous vous rappelez qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui ont été écartés aussi très rapidement comme ça. Hein. On les déclarait en faillite, on leur piquait leurs biens. Et moi, c'est ce qu'ils voulaient faire de moi, quoi. Donc, mais je me suis battu, je me suis accroché. J'ai eu un petit peu de chance aussi. On a créé une société comment dirais-je, d'exploitation qui finalement nous a protégés un peu, nous a permis de continuer jusqu'au jour où le Stirwen était devenu majeur et ne perdait plus d'argent. Alors on a continué comme ça, mais moi, ma dette était toujours importante et c'est pour ça que ça a été aussi difficile et aussi long. Donc il y a eu cette fameuse sacrée soirée avec Jean-Pierre Foucault Oui. qui vous a donné la parole, c'était un 11 la janvier rage. 89, Ouais. et là tous les Français ont découvert, s'ils ne l'avaient pas découvert avant, quels étaient vos problèmes d'argent, avec un ministre du budget à l'époque, c'est Charras, qui a appelé en direct dans l'émission pour dire venez me voir au ministère. Tout à fait. Ouais. Bon, ça n'a pas arrangé grand-chose au final. Non, ça n'a rien arrangé du tout. Ça n'a rien arrangé du tout. Sinon que moi, je me suis rendu compte que c'est pas lui, que c'est pas le politique qui commandait, que le pouvoir était ailleurs. Vous considérez que cette affaire a atrophié votre carrière artistique? Oui, complètement. Et si j'ai crié, c'était pour faire en sorte que les gens de la junte fiscale ne rentrent pas dans le système des petites vengeances politiques. Parce que moi, je m'en foutais de la politique un peu. Je touchais comme ça sur les bords parce que j'avais été assez gaulliste dans ma jeunesse. Donc, j'y touchais un tout petit peu comme ça, la politique, mais sans plus. Et je crois que pas que c'était politique, c'était simplement de la jalousie, quoi. Ces gens-là voulaient que vous disparaissiez de leur coin, vous leur faisiez de l'ombre, et on touche comment dirais-je, aux grandes histoires du passé, aux grandes histoires de Rome, où on prenait des coups de poignard dans le dos pour pas grand-chose, simplement parce qu'on voulait prendre la place de celui qui était empereur, quoi. Donc là, j'ai connu à peu près la même chose. Il n'y avait pas de raison fondamentale pour lesquelles on puisse m'en vouloir, mais on m'en voulait quand même. Vous êtes tiré d'affaire aujourd'hui? Ouais. Ouais. Je suis propriétaire du Stirwen depuis 3 ans. Et qu'est-ce que ça vous aura appris, toute cette histoire? J'aurais surtout, je pense que j'ai surtout mis un sacré frein à cette collusion entre des gens qui se croient intouchables
et puis des politiques vilains qui veulent se venger de je sais pas quoi, de je sais pas qui, mais enfin des gens qui marchent trop bien eux-mêmes, quoi. Vous savez, hors de la machine française, hors de l'État, point de salut. Or, c'est justement ce dont on crève aujourd'hui. Ce dont on crève, c'est que l'initiative personnelle n'est pas soutenue. Et il faut la soutenir, parce que c'est comme ça qu'on crée de nouvelles entreprises, et on le voit bien maintenant. Enfin, tous ces jeunes qui foutent le camp à l'étranger créent des entreprises, c'est une calamité. Ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal, j'ai mal pour la France. Et puis j'ai lu ce bouquin de Roger Perfit, qui était extraordinaire, Le mal français, où on retrouve tout ça, mais ils ont déjà tout dit. Et on continue, on aggrave la situation. Donc, ce que je voulais, moi, c'est qu'au moins, on arrête de tirer sur des gens qui apportent beaucoup, qui sont des petits moteurs économiques dans leur coin, et qu'il ne faut pas les abattre. Si vous les abattez, vous vous abattez vous-même. Allez, on terminera avec une citation de Sophocle, extrait d'Antigone. L'argent, fléau des humains. À méditer. Merci beaucoup, Alain Barrière. Merci. Nul ne peut se passer de morale, cette science du bien et du mal, cette dimension obligée de toute existence, ce champ de valeurs auquel se référer pour construire sa vie, cette loi que chacun porte en soi et qui dicte à notre conscience ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Après, à chacun de choisir sa morale, pure ou relâchée, et de la pratiquer avant que de la prêcher. C'est un sacré thème que vous avez choisi, Alain Barrière, comme une sacrée valeur, la morale. Ouais. C'est grand. Oui, c'est grand. J'ai commencé la première fois et la seule fois où j'ai volé dans ma vie, c'était dans le portefeuille de maman. J'avais piqué un billet comme ça, et je m'en souviendrai toujours parce que je suis allé acheter des bonbons avec, et puis je ne me rendais pas compte que j'étais que ce billet. Et la vendeuse qui me donnait les bonbons m'a donné mon paquet de bonbons, puis de la monnaie, puis de la monnaie, puis de la monnaie. J'étais absolument effrayé, je ne savais pas tous les mettre. Et là, je me suis rendu compte de l'énormité de ce que j'avais fait. J'ai pris tout ça, j'ai foutu ça sous une pierre, et je n'ai jamais plus volé quoi que ce soit de ma vie. C'était une merveilleuse leçon. Maman ne s'en est pas rendu compte, et je lui ai dit beaucoup, beaucoup plus tard, quoi. Donc, ça, c'était une merveilleuse leçon, je savais qu'il ne fallait pas voler. Après, je me suis rendu compte qu'on était mal. Enfin, les gens qui piquaient s'en portaient mal, quoi. Enfin, Fameuse conscience. Oui. Ouais, il y a quelque chose qui se passe, qui passe pas dans la conscience. Et bon, mais j'avais pas de problème avec ça puisque j'avais décidé de ne plus voler quoi que ce soit et de rester complètement en moi-même avec ce que j'avais et surtout pas essayer d'avoir ce qu'avaient les autres, quoi. Donc, la morale, je me la suis construite petit à petit par moi-même, et je sais qu'aussi c'est une force de vie que de vouloir être, enfin, se regarder dans la glace, quoi. Pour dire, je n'ai pas fait de cochonneries, je n'ai pas fait de bêtises, tout va à peu près bien, pourvu que ça continue comme ça. Et la morale, c'était quelque chose d'extrêmement important pour moi. Bien sûr, après, faut se débrouiller dans la vie. Si on veut être trop carré aussi, je ne dis pas qu'il faut se débrouiller dans le sens de la magouille, mais je dis qu'il faut être prudent, il faut faire attention, il faut être vigilant. Et quelquefois, ça amène à non seulement pas à prendre des libertés avec la morale, mais quand même se bousculer un peu sur ce plan-là. Attention, il faut que tu sois là, tu es en danger, et il faut peut-être que tu en arrêtes avec tes grands principes, il faut que tu te protèges. Donc, ces moments-là, effectivement, il faut savoir naviguer, quoi. Je veux dire par là que, par exemple, quand j'allais avoir des ennuis d'argent, je fonçais à la SACEM, me faire donner une avance pour pouvoir passer les mauvais moments, quoi. Ça, bon, c'est ce que j'appelle, si on peut dire, être habile, mais ça me plaisait pas quelque part. La morale, c'est quand même pas ce qui prédomine dans le milieu du show business, quand même. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Et on arrive à s'en tirer quand même. Oui, je pense, oui. Ben, moi, de toute façon, sur le plan du fisc, c'était mon problème parce que j'étais extrêmement protégé. J'avais à côté de moi un homme qui venait du fisc et qui était extrêmement dur avec moi. Donc, j'étais extrêmement protégé. C'est pour ça qu'ils n'avaient rien à me reprocher. J'avais là l'homme de la situation. Et donc, je lui disais absolument tout. Donc, je me suis battu. Pourquoi? Parce que j'avais quelques petites négligences, évidemment. Vous savez, quand on est artiste, on n'est jamais au bureau. Tout d'un coup, on était au bureau, j'étais là tout le temps. Hein, puis tout d'un coup, on se balade autour du monde. On n'est plus là. On n'est pas là. Et on
attend de nous qu'on ait une comptabilité extrêmement rigoureuse, tout ça. Il y a des gens qui, à notre place, ont fait une comptabilité peut-être un peu plus ratatouille. Et on découvre ça, oh là 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 là, comment je vais expliquer ça, mais c'était pas grave, ça pouvait pas être grave, parce qu'en fait, vous savez, dans nos métiers, les droits d'auteur sont connus, bien connus. Presque tous nos revenus sont connus à 100%. Il y a peut-être quelques galas par-ci, par-là qui pouvaient se promener, mais bon, ça se redresse éventuellement s'il y a eu. Mais encore une fois, j'avais près de moi un homme de la maison. Alors, on voit bien ce que vous mettez sous la morale, la droiture, l'honnêteté, la rigueur. Vous savez qu'il y a les vertus morales, et puis dans la religion catholique, il y a les vertus théologales. Et les vertus morales, ce sont la prudence, la justice, la force, la tempérance. C'est un peu ce que vous nous avez expliqué. Et les vertus théologales qui sont là, qui ont un rapport direct avec Dieu, hein, ce sont la foi, l'espérance et la charité. C'est des vertus qui vous parlent, foi, espérance et charité ou... Charité, oui. À la fois, je suis spiritualiste, donc je crois en un monde spirituel. Hein, et je retrouve souvent On en parlera. Oui, avec plaisir. Mais foi, espérance et charité, ce sont des vertus qui vous parlent. Oui, la charité, je donne un maximum de gens, je participe un maximum à un maximum d'actions en faveur des gens, des gens qui ont besoin qu'on les aide. J'essaie de les aider, je suis toujours à côté de l'UNICEF, toujours à côté d'un handicap. International. Oui. Et espérance, ça vous parle? L'espérance, c'est plus difficile. C'est plus difficile. C'est plus difficile parce que je vois la réalité telle qu'elle est, je vois le monde comme il va, et ça m'est un peu plus difficile de parler d'espérance. Je ne suis pas très, très optimiste. Et foi, on aura l'occasion d'en reparler. Ça, il faut au moins garder au fond de soi quelque chose de très fort pour pouvoir quand même se dire qu'on va se battre, qu'on va finir par gagner. Et c'est pour ça qu'on est là. Mais c'est pas facile, ce sera sûrement pas facile. On vit une période troublée. Je vous remercie beaucoup, Alain Barrière. Merci. Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, traversé çà et là par de brillants soleils. Vous avez reconnu Baudelaire dans Les Fleurs du Mal, et c'est cette phrase qui ouvre le chapitre enfance de mon invité. Une enfance passée dans le petit port breton de la Trinité-sur-Mer, où il est né en 1935, alors que la Trinité n'était encore qu'un petit port où l'activité tournait autour de la pêche et de l'ostréiculture. Une enfance passée avec sa mère et ses deux sœurs, une enfance rude et pauvre, où l'absence du père a pesé, et avec une maman qui aura travaillé toute sa vie. C'est vraiment la première héroïne du livre, votre maman. C'est à elle que vous commencez par rendre hommage. Oui, c'est vrai, tout à fait. En toute logique, parce que, enfin, j'explique, quand dans les années 30, il n'y avait plus beaucoup d'hommes en Bretagne, la guerre de 14 en avait tué beaucoup trop, et les femmes, bien, on a dû assurer elles-mêmes. Alors elles ont vécu souvent comme l'a fait maman, en étant fille-mère et comment dirais-je, en assumant, en travaillant comme un homme et une femme réunis. Et puis, bon, mes sœurs ont grandi, ont commencé à donner un petit coup de main, et moi, j'ai juste pu faire des études, quoi. Mais ma mère, c'était un monstre de travail, c'était extraordinaire. Et un père qui n'était pas là. Tout à fait. Et une absence, d'ailleurs, vous en parlez très peu, finalement. J'en parle très peu, sinon pour dire de temps en temps que celui qui aurait dû être là, celui qui aurait dû m'aider, hélas, il avait oublié de dire qui il était et de rester un tout petit peu, au moins un tout petit peu, pour rassurer l'enfant que j'étais. Ah, vous lui avez quand même consacré une chanson à ce papa? Non, j'ai pas consacré de chanson. Pas là. Un peu de sang breton, c'est ouais. pas... Si. En 73, c'était pas pour votre papa? Non. Non. Non, pas du tout. C'était pas pour lui, c'était pour moi. Oui. Ouais, parce qu'il fallait le dire, quoi. En fait, j'avais toujours caché. Vous savez, on disait dans toutes ces pièces qu'on remplit, on dit prénom du père, prénom de la mère, prénom du père. Alors je mettais Joseph, n'importe quoi. Ça se cache, ça. C'est quelque chose qu'on n'avoue pas. Puis un jour, j'en ai eu marre de planquer cette chose. Et puis je dis, je balance, quoi. Ça fait rien, je verrai bien. Je vais écrire un peu de sang breton et de sang italien. Je suis né par hasard, chacun son destin.
L'autre partit un jour, nous laissant en chemin, comme un fardeau trop lourd, comme on laisse les chiens. Quand même assez dur. Oui, j'aime pas du tout cet homme. Alors, votre enfance, vous l'avez dit, elle aurait dû se cantonner à la Trinité-sur-Mer. Enfin, votre vie même aurait dû se cantonner à la Trinité-sur-Mer. Vous Oui, étiez ou un pas enfant très loin. secret, Ou pas très loin. Oui. pas très à l'aise. Hmm. Et puis arrive ce que vous appelez le pchit, et qui arrivera plusieurs fois dans votre vie, c'est-à-dire l'étincelle de dernière minute. Ouais, ouais. Cette première étincelle, elle s'est appelée Blaise. Oui, c'est un professeur, un nouveau professeur. On change de professeur. Le précédent tapait sur les doigts comme ça. Et celui-là se met à mettre des notes. Alors, je trouve ça extraordinaire, moi, des notes. Alors, comme j'ai toujours eu en moi cette course au challenge, être les meilleurs en sprint d'abord, en football après, mais Et à l'école? déjà à l'école, les bonnes notes, c'est impressionnant, c'est bien, quoi. Et bon, je me suis retrouvé, il a vu que les bonnes notes, je les préférais, alors il m'a pris derrière, il m'a mis devant. Et là, il ne m'a pas lâché, il était extraordinaire. Voilà, et c'est quelqu'un qui vous aura permis de passer le certif. Ouais. Non, pas le certif, Pas on n'avait vous plus le plus. temps. On n'avait plus le temps Ah de oui, passer c'est le vrai. certif. Et puis Il fallait passer une année supplémentaire. Fallait que je prenne, en fait, j'avale 2 années en une année. Mm. Et donc, il m'a aidé à avaler Voilà. 2 années pour rentrer directement au 5e au Collège technique de Lorient. Alors, je suis rentré directement au 5e, et puis, une fois que la galère, quoi. Ouais. Il n'y avait plus qu'à suivre. Enfin, c'était pas aussi facile que ça, parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens. Lorient, la Trinité à l'époque, je revenais chez moi tous les 3 mois. C'était très dur. On traversait la ville de Lorient défoncée 4 fois par jour parce qu'on travaillait ici à 4 km, et puis on étudiait à 4 km, et puis on revenait dormir 4 km plus loin au lycée du Puy-de-Dôme. Et la ville n'était pas reconstruite en plus. Voilà, c'est ça. Cette ville, elle n'en finissait pas de se reconstruire. Ça avait été la poche de Lorient, ça avait été bombardé comme pas possible. Et j'avais entre ma sœur Berthe, qui était une sorte d'héroïne de l'époque, qui était allée sous les bombes, ramener sa camionnette, parce qu'il fallait apporter les bombes à Lorient, mais surtout, il fallait ramener la camionnette. Et finalement, plutôt qu'un homme qui aurait laissé la camionnette là-bas et qui serait parti en courant, elle avait préféré, elle, apporter les bombes et ramener la voiture. C'est extraordinaire. Et il y a eu Lorient, donc ça ne s'est pas très bien passé, parce que vous étiez un petit garçon voilà, qui n'avait pas envie de vivre loin de sa famille. Oui, mais avant Lorient, il y a eu quelque chose de très joli. C'était dans l'église de la Trinité-sur-Mer. C'est là, lors d'une noce de qu'est-ce que je raconte? Messe de minuit. D'une messe de Noël, messe de minuit, que je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais comme habité là. J'ai senti que le chant portait. Il s'est passé quelque chose de rare. Je me suis mis à chanter un peu plus fort que d'habitude, sans doute. Et puis, j'étais peut-être mieux entouré aussi. Il y avait une très belle chorale. Et j'ai découvert ce que pouvait être la magie de la voix, surtout dans un endroit comme dans une église, quoi. Et à partir de ce moment-là, je me suis posé des questions sur la voix. Non pas sur une vocation de prêtrise, on est bien d'accord, sur la voix. Oui, sur la voix j'aurais pu. Il s'avère que on m'a transporté à Lorient pour finir les études, et donc je ne suis pas resté à la Trinité, mais pourquoi pas? Puis ça dépend des personnes aussi. Puis après, il y a eu les arts et métiers, vous êtes devenu ingénieur, vous êtes parti à autre chose, mais ingénieur sans oublier d'être quand même le chanteur attitré de l'orchestre. De l'orchestre de l'école. De l'école. Déjà cette passion de la chanson de la chanson, qui vous titillait. Je connaissais tout en chanson. Tout en chanson. Tout ce qui passait dans le monde, je connaissais tout. Depuis après, j'ai appris Bach, j'ai appris Beethoven, j'ai appris Mozart, mais là, je me suis arrêté au rap. Ah oui, c'est pas mal, vous êtes allé loin quand même. Ouais. On va évoquer votre foi maintenant dans une prochaine conversation. Merci beaucoup, Alain Barrière. Merci. André Frossard, journaliste et philosophe français, écrivait que l'erreur de l'homme d'aujourd'hui est de vivre comme si Dieu n'existait pas. Et il rajoutait que sur la Terre, l'immense majorité des hommes vit dans la misère physique, le reste vit trop souvent dans la misère spirituelle. Alain Barrière, est-ce que vous vivez, vous, comme si Dieu n'existait pas, comme disait André Frossard? Peut-être. Peut-être, parce que j'ai eu peut-être beaucoup à me battre. Mais si vous voulez, je suis spiritualiste. Donc... Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, spiritualiste? Vous l'avez dit plusieurs fois dans l'émission. Oui. Spiritualiste, c'est croire au spirituel. C'est-à-dire que je sais qu'il est un monde spirituel, et beaucoup de catholiques parlent
hein, du monde spirituel. Mhm. Ce monde qui nous entoure, qui est autour de nous, le ciel, si vous voulez. Hein. Le ciel est peuplé de quoi, on ne sait pas trop, mais enfin, j'ai même lu des études importantes là-dessus. M. Charon qui expliquait ce qui pouvait bien se passer après nous. Quoi, hein. Puis j'étais passionné par la réincarnation aussi, tout ça. Donc je suis un branché, comme on dit, sur toutes ces choses-là. Je sais qu'on peut rentrer en rapport avec le ciel. Euh, les expériences parapsychologiques, c'est pas un secret pour moi, je connais. Donc on peut rentrer. Je vis avec eux, quoi. Je vis avec le monde spirituel. Et c'est tout à fait normal. Quand on a un problème important, paf, le meuble à côté craque. On sait pourquoi. On sait qu'il y a quelqu'un qui est là. Enfin, lui ou les forces qui peuvent encore être lui ou elle. Et c'est une façon de vivre aussi. Donc je ne peux pas dire que je ne vis pas avec Dieu. Moi. Je vis avec tout ce qui est autour. Je vis avec une sorte de monde spirituel. On peut appeler ça Dieu, si vous voulez. Hein. Mais je sais qu'on n'est pas tout seul, ça c'est Mais certain. vous n'êtes pas dans les canons de la foi catholique tels qu'on a pu vous l'apprendre enfant. J'ai du mal, oui. Mm. J'ai du mal. Parce que, si vous voulez, déjà au départ, on ne m'a pas assez. Il aurait fallu peut-être m'embrigader davantage. Et Embrigadé. comme je sais. Waouh. Oui, 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 c'est vrai. On manquait peut-être un peu, ça manquait un peu de force de persuasion. Vous Mm. savez, autour de moi. Le catéchisme, c'était. Bon, on apprenait le catéchisme, mais bon, vous n'allez pas plus loin. Euh, Peut-être les enfants ont besoin d'être un petit peu plus mobilisés, d'ailleurs ça existe. Et nous, on ne l'était pas. Alors on poussait comme ça, puis alors, bon, c'était un miracle si on avait la foi quand on sortait de là, quoi. C'était un miracle. Et donc moi j'ai grandi, puis je suis quand même un homme de liberté, j'ai quand même un esprit critique, très critique. Donc il y a des petites choses que dans la religion qui me gênaient un petit peu, quoi. Alors j'ai dit je vais me faire ma religion à moi. Mais je suis né dans la religion catholique et j'ai suivi grosso modo les règles de la religion catholique. C'était quoi les petites choses qui vous gênaient un peu? Cette histoire de la Sainte Vierge, de Jésus, je confondais un peu le Jésus et Dieu le Père. Comment ça se passe là, comment ils font ça? Donc, on ne faisait pas le maximum pour nous expliquer je ne sais pas si c'est explicable d'ailleurs, parce qu'il y a quand même des mystères dans la religion. Hein. Et puis voilà, c'était pour moi qui avait un esprit critique, je n'ai pas tout accepté tel qu'on me l'expliquait. Alors j'ai commencé à essayer de me l'expliquer moi-même, et puis finalement, ce qui est important, c'est qu'il y ait quelque chose autour et qu'on le sache, et qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle Allah ou autrement. Pour rebondir sur le mot mystère, le fameux André Frossard que j'ai cité au départ Oui. disait l'immense supériorité de la religion sur toute autre forme de pensée tient à son sens aigu du mystère des choses. Ouais. Justement pour abonder en On y votre sens. retrouve. Ouais. Et puis j'ai quand même lu un peu Bernanos, c'est fabuleux Bernanos. Ah, ouais. Ça vous a C'est parlé. extraordinaire. Oui. Vous pensez qu'il y a quoi, vous, après la mort? Vous attendez à quoi, vous? Pas grand-chose, je serai là un petit peu autour de vous. Vous vous attendez à rencontrer Dieu le Père? Si Dieu le Père, c'est un ensemble de forces spirituelles qui se regroupent là-haut, oui. Je crois que je pourrais rencontrer des gens formidables et créer cette sorte d'entité qu'on pourrait appeler Dieu le Père. Mais Dieu le Père, je ne le vois pas comme ça. Je le vois comme une force très pure spirituelle, d'esprit. Donc ça ne s'arrête pas après la mort, quand même. Non, ça ne s'arrête pas après la mort, mais il ne faut peut-être pas abuser de la puissance. Je pense que ce qui est important pour croire en Dieu, c'est surtout sur Terre. On a besoin de croire en quelque chose, quoi. Hein. Et puis, il n'y a rien de pire que les gens qui croient en rien. C'est un désastre. Alors au moins, devant le négationnisme, je dis, il faut croire. Il faut croire en quelque chose. Et le fétichisme, évidemment, c'est pas génial. Mais encore que, c'est déjà croire en quelque chose. Alors croire en Dieu, c'est quand même un petit peu mieux. Vous pensez retrouver les êtres chers que vous avez perdus quand vous serez là-haut? Vous ne savez pas? Pas si sûr que ça. D'abord, il y a des étages. Il y a des étages. Et puis après, ça disparaît un petit peu dans le temps. J'ai raconté cette histoire un jour dans une expérience parapsychologique où j'avais voulu discuter avec Mozart et Beethoven. Ah, oui. d'accord. Et la réponse avait été très dure. Mais non, c'est pas possible, ils sont très loin maintenant. Ils sont croulants.
Alors qu'ils sont merveilleusement vivants sur la Terre. Et un peu loin, c'est parce qu'ils s'amenuisent peut-être, qu'ils brillent un peu moins, c'est cette matière qui part peut-être, je ne sais pas. Si, dernière question, si Dieu existe et que vous le rencontrez, vous aimeriez qu'il vous dise quoi quand vous arriverez? J'aimerais qu'ils me disent, t'as été pas mal. T'as été pas mal, compte tenu de ton, enfin, de ce qu'on me donnait au départ, t'as été pas mal, t'as été quelqu'un de bien. Ben, je vous souhaite que ça se passe comme ça. Et que je le rencontre. Ah ben, pourquoi pas? Ouais, Merci beaucoup, Alain Barrière. merci. Nous terminons cette émission cette semaine, passée avec Alain Barrière, avec notre traditionnel module consacré aux petites questions et aux réponses que l'invité va tenter de donner à des questions pas toujours évidentes à la barrière, hein. Je vous préviens. Est-ce que vous vous sentez prêt? Surprise, oui. Allons-y. Oui. Bon, on va commencer par une facile. Quelle a été votre plus belle réussite de toute votre vie, privée ou publique? Ah oui, c'est difficile, quoi. Bon, si on parle, bah, le truc que j'ai fait avec le plus de culot et quand même qui restera assez longtemps après moi, c'est quand même le Stirwen, quoi. On en a déjà parlé, C'est cette quand grande même une maison. construction, ouais. Grande construction avec un amphithéâtre dedans, de très belles salles. C'était un petit peu fou de faire ça, mais il ne faut pas le regretter une fois que c'est fait, hein. Surtout une fois que c'est sauvé en plus. Même si ça m'a beaucoup accaparé, quoi. Ça m'a un petit peu éloigné de la chanson et de ce que j'aurais pu faire. De toute façon, C'est l'œuvre de votre vie quand même. ouais, On l'a bien compris. oui, avec mes 350 chansons. Aussi. Et puis une fille aussi. Ouais, Genaël, oui. Oui, c'était en 75. 15. 15, oui. Le Stirwen était né avait été inauguré le 29 juillet et elle est née le 29 août, Genaël. Et je me dis, mais qu'est-ce qui va arriver le 29 septembre? Grande année. J'avais une petite chienne qui m'a donné des petits bijoux le 29 septembre. Comme quoi, il y avait quelque chose dans l'air. Quel est votre mot préféré? Mon mot préféré? Est-ce que vous en avez un déjà? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Non. Il y a des mots qui m'épatent. Comme? C'est justement, c'est les mots que je recherche le plus souvent. Quelquefois, je suis obligé de les rechercher dans le dictionnaire. Non, je sais pas vraiment mon mot préféré. Non. Bon, ça reviendra peut-être plus Oui, tard. oui, oui. Quel est Vous me prenez de un court. peu au dépourvu, mais je vous ai dit, Ouais, c'est pas facile. C'est ouais. pas facile. Quel est le plus beau compliment que l'on vous ait fait? Celui qui, en tout cas, vous a le plus touché, marqué? C'était il y a 3-4 ans. C'était au Stirwen et c'était le lendemain d'un gala que j'avais donné dans l'amphi. Et il y a une admiratrice hollandaise qui est venue me voir et qui m'a dit, en anglais, elle m'a dit, Mr. Barrière, I want to tell you, your songs are timeless. Ah, vos chansons sont éternelles. Ouais. Et là, je dis timeless, 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 le temps, parce que je m'attendais pas à ce qu'ils me disent ça en anglais. Et j'avais peur de comprendre, quoi. Mais elle me l'a dit avec une telle conviction. C'était peut-être le bon Dieu qui l'a poussé à me dire ça. Mais c'est un bien considérable. Ça m'a rendu calme. Je me suis dit, arrête de te battre avec agressivité. Ok, sois cool. Tes chansons sont timeless. Tes chansons sont éternelles. Quels sont les démons que les années n'ont pas assagis? Oh, les années ont assagi à peu près tous mes démons. Ben, en plus, par nécessité, parce que j'étais un fou de conduite automobile, par exemple. J'ai bien été obligé de lever le pied parce que autrement, ça ne dure pas très longtemps. Non. Moi, ce que les années n'ont pas assagi quand même, c'est peut-être ma boulimie de vie. Mm. Ouais. Là, par exemple, j'ai tout envie de relire. Le Grand Maulne, les bouquins de Camus, tous ces bouquins qui m'ont révélé à moi-même, si je peux dire, et j'aurais envie de relire tout ça. Avez-vous un rêve inachevé? Oui, j'avais commencé au Canada ce qu'on peut appeler une musique, Ah oui. une symphonie. Symphonique. Une symphonie, ouais. Une symphonie, tout simplement.
Et puis, bah, je suis revenu pour les raisons que vous savez, c'était pas vraiment la fête à ma symphonie. Et puis, j'ai jamais trop repris parce que l'ambiance n'était pas bonne, quoi. Je manquais complètement de sérénité. Vous étiez dans les problèmes financiers. Oui, et puis il y avait des problèmes financiers. Donc, et puis, il fallait se battre, les avocats, les séances chez les avocats et au tribunal, ça prédispose pas à écrire de symphonie. Mais enfin bon, j'ai quand même écrit quelques chansons, quelques autres trucs. Je finirai peut-être, je ne sais pas. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez pleuré? Ouais, oui, il n'y a pas longtemps. C'est en écoutant Yves de Kipling. Ah, Ouais. Je l'ai mis en boucle et j'ai pleuré. En principe, quand ça m'arrive, ça veut dire que je suis en relation avec là-haut et que comment dirais-je, je suis un petit peu bouleversé quelque part et je sens que ce que je viens de faire là, ça m'est pas arrivé souvent, hein, d'écouter avec autant comment dirais-je, de concentration un truc que je venais de faire. En plus, ça fait 5 minutes, 5 minutes 5, 5 minutes 7, je crois, If, ma version d'If. Mais je me suis dit que là, j'avais peut-être fait quelque chose d'effectivement timeless. les versions longues, ça vous réussit, hein. On se souvient de ma vie Ah qui oui, faisait 4 minutes je 30. n'écris pas pour la radio. Je n'écris pas pour la radio, je suis désolé. Quelle est la personnalité politique que vous estimez le plus? Oh, mon Dieu. Aïe. Bah, que j'estimais, malgré ses défauts, c'était peut-être Général de Gaulle, quoi. Depuis, ça se cherche. Puis je n'oserais pas. Vous savez, je suis ni de gauche ni de droite, moi. Alors, je suis pour l'initiative individuelle, hein, Mm. et pour favoriser au maximum l'initiative individuelle. Donc ça, c'est une idée plutôt de droite. Mais je suis aussi très paternaliste. Je n'aime pas beaucoup qu'on tape sur les gens faibles. Au contraire, pour les aider, pour les regonfler. Donc tout ça, c'est en moi. Et l'homme qui représente ça aujourd'hui, je ne le vois pas très bien. Qu'est-ce que réussir sa vie? Réussir sa vie, c'est avoir fait un certain nombre de choses. C'est n'avoir pas trop rendu malheureux les gens avec qui vous viviez. Et puis, puis terminer sur l'espoir. Et que j'en ai quand même terminé sur une sorte de sérénité. Et puis dire un jour, bon, maintenant, on va regarder le soleil, on va regarder la mer, on va regarder tout ça. Mais c'est pour ça que je suis un petit peu inquiet parce que le monde ne va pas très bien. Il pleut plus. Et quand il pleut, ce sont des tornades. Mais j'espère quand même que réussir sa vie, c'est pouvoir un jour s'arrêter et dire c'est pas mal, maintenant il faut poser les baskets. Je vous remercie beaucoup Alain Barrière d'être venu dans notre émission. On a Merci. passé une très bonne semaine avec vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Que j'ai la chance de terminer. Vous savez que on fait les œuvres complètes, c'est peut-être un peu beaucoup, mais je voudrais quand même faire tout ce que pouvoir refaire et remettre ensemble ce que j'ai fait d'intéressant, quoi. Et pouvoir avoir le temps de finir ça. Je vous remercie beaucoup et bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir.